Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 18 mars 2023, autour de Carnet de la Révolution russe, tome 1 et 2, de Nikolaï Soukhanov, économiste et homme politique menchevique, publié aux éditions Smolny. En présence de Guillaume Fondu, Mylène Hernandez et Éric Sevaux, traducteurs et co-éditeurs de l'ouvrage. Bonjour. Il y a des événements comme ça qu'on a envie de lancer par un « enfin ». Parce que ces livres-là, ça fait quand même longtemps qu'on les attend. Je sais que certains d'entre vous les attendent aussi parce que à la librairie, on a régulièrement des gens qui viennent nous demander quand est-ce que ça paraît. On leur explique que quand même, il y a manifestement un travail de longue haleine. Donc, je ne sais pas si vous l'avez entre les mains, mais je vous le confirme, il y a beaucoup de pages, c'est écrit petit. Il y a plein de choses dedans, il y a des images aussi. Mais bon, voilà. Voilà, je voulais vous dire mon plaisir très très grand d'en plus d'accueillir un espèce de lancement, parce que le livre n'est pas paru. Il paraîtra la semaine prochaine. Vous en avez quand même là. Mais quand en tant que libraire, on peut proposer et d'une certaine manière accompagner des tentatives, des œuvres éditoriales comme celle-ci, vraiment, ça ne peut que me toucher, vraiment. Quand en plus on a la chance d'avoir une espèce de collectif de fous furieux sur Toulouse qui mène à bien ce genre de projet, je sais pas, moi ça me rend extrêmement joyeux et vraiment plein d'espoir pour ce qui peut se passer au moins dans le monde des idées. Je peux pas vous parler du livre parce que je l'ai en main depuis à peu près 1 minute 30 et je n'ai pas encore réussi à le lire en entier. Mais par contre, on reçoit les 3 fondus qui vont vous en parler, je pense très bien, qui font partie de ce collectif, Smolny, qui fait un travail absolument extraordinaire, qu'il faut absolument soutenir. Et voilà, je leur laisse la parole parce que je n'ai rien à dire et eux, beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup Samuel et merci à toutes et à toutes d'être là. C'est émouvant de prendre la parole après une introduction aussi agréable et flatteuse même. On s'est débrouillé pour essayer de faire un tour du propriétaire et en tout cas de vous présenter cet ouvrage. On va être obligé d'employer quelques superlatifs, colossal. Voilà, on va commencer par colossal. Donc on s'est un petit peu réparti la parole pour essayer de vous donner à voir qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on a réussi à éditer et que Guillaume Fondu a traduit. Je vais vous présenter finalement parce qu'effectivement on n'est pas tous Guillaume Fondu. Donc Guillaume Fondu est là, Éric Sevaux est là et Mylène Hernandez. Donc on vous présente en quelques minutes, des longues minutes, de quoi il est question et on prendra le temps bien sûr de discuter, de répondre à vos questions si vous en avez après. Éric va commencer par nous donner à comprendre le contenu de ce livre, à savoir une révolution en train de se faire. Alors qu'est-ce que c'est une révolution en train de se faire et Éric va nous en dire quelques mots. Merci Mylène, merci à vous toutes et tous qui y êtes venus pour cette présentation. Alors la présentation, je vais essayer de faire vite sur quelque chose qui demanderait au bas mot quelques heures, qui est de dire quel est l'objet, non pas de notre livre à nous, mais l'objet de Soukhanov. L'objet de Soukhanov, c'est tout simplement la révolution russe de 1917. Pas ce qui deviendra, ce qu'il en adviendra, etc. Mais vraiment, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'un processus révolutionnaire quand vous êtes
vous êtes à votre bureau le 23 février et que tout d'un coup, les manifestations, au lieu d'être les manifestations exaspérées de d'habitude, avec quelques milliers ou 2, 3 dizaines de milliers de personnes, tout d'un coup, sont immédiatement massives, immédiatement dynamiques. Les mots d'ordre changent tous les jours. Voilà, donc et vous êtes là toute l'année, et vous êtes là encore à discuter, je serais tenté de dire, le bout de gras de qu'est-ce qui se passe au moment de l'insurrection d'octobre, parce que, bien sûr, on va tout de suite aborder cela, la révolution russe est toujours essentiellement présentée comme quelque chose qui a abouti à la révolution d'octobre, et sous le terme de révolution russe, on a trop souvent gardé simplement l'image de, non seulement de la révolution d'octobre, mais de ses suites, de la révolution bolchevique et du pouvoir bolchevique après. L'objet de Soukhanov, c'est pas ça, c'est l'année 17 à Petrograd. Alors, une façon simple de le faire, vous comprenez bien que la somme des deux bouquins à Paris Critique compris, mais l'essentiel c'est Soukhanov, à 95%, c'est 1760 pages. Donc dans les 10 minutes qui me sont imparties, on va pas balayer exactement ça. L'idée qu'on a eue tous les trois, c'est de se dire on va prendre une vision, on va s'appuyer sur l'iconographie très riche qu'on a été chercher, et souvent originale, qu'on a été chercher dans les archives pour ces deux volumes, et de parler, je dirais, de façon un peu libre sur quelques-unes de ces images. Donc là, une trentaine d'images, peut-être que je vais faire défiler peut-être un peu vite, sachant que de toute façon, le principe, c'est on revient dans la discussion sur tous les éléments que vous souhaitez. Donc, c'est pas pour faire un cours sur la révolution russe, mais c'est intéressant de savoir quels sont les grands objets, qu'est-ce qui a vraiment été en débat très vite. Et encore une fois, je ne vais pas approfondir aucune de ces questions. Donc, dans Révolution russe, il y a russe, donc on est dans l'empire tsariste autocratique de l'empereur Nicolas II. C'est celui qui est à l'extrême droite, sans mauvais jeu de mots. C'est lui, il est avec la Stavka, l'état-major de l'armée. Et le grand escogriffe qui a fière allure à gauche, c'est le grand-duc Nicolas. Et oui, il s'appelle aussi Nicolas. C'est un oncle de Nicolas. Mais c'est le grand-duc, ok ? C'est celui qui est grand. Jusqu'en 1915, c'est le chef d'état-major des armées, parce que lui, il a une carrière militaire derrière lui. En 1915, Nicolas II, le tsar, prend cette décision absolument loufoque, stupide. Même les historiens cherchent encore comment qualifier cette décision, de décider que c'est lui le chef de toutes les armées. Il n'y connaît évidemment rien, et du coup il ne gouverne presque plus le pays. Il laisse ça à la cour, et notamment à sa femme, largement sous l'influence d'un moine aventurier que vous connaissez, le brave et honnête Grigori Raspoutine, qui n'est ni brave ni honnête, bien entendu. Voilà. La situation de la Russie, évidemment, ne se caractérise pas simplement par, je dirais, le sommet de l'État, cette imagerie. Et encore, ça, ce sont des images qu'on ne voit pas souvent. Ça vient des archives Yale aux États-Unis. Les archives américaines sont peu utilisées sur la Révolution russe, c'est dommage. Et la société russe en elle-même, bon, on va dérouler quelques-uns des poncifs habituels. Donc, c'est une société essentiellement paysanne, structurée par couches, par grades, très hiérarchisée, qui a connu un développement économique assez dynamique depuis le début du XXe siècle, mais qui peine à trouver des formes d'organisation politique qui permettent à toutes les composantes sociales de la Russie de s'exprimer ou de trouver leur place ou leur zone d'influence. Notamment, une expérience très importante pour 1917, c'est la révolution de 1905, 1906, 1907, où la bourgeoisie libérale n'arrive pas à s'imposer, et notamment dans des institutions pérennes, une forme de parlement est mise en place, la fameuse Douma impériale,
qui continue d'exister sous la forme de Douma d'État aujourd'hui. Donc vous voyez son président, le monsieur tranquillement assis, placide, un peu toujours content de lui, c'est Mikhail Rodzienko, président de la 4e Douma. À partir de la 3e Douma, de toute façon, le Premier ministre Stolypine a appliqué un principe qui est celui qu'on connaît aujourd'hui avec les 1%. Vous savez, 1% qui décide pour les 99%. Eux, ils ont gravé ça carrément dans la loi. C'est-à-dire que les 1% de grands propriétaires et de la grande bourgeoisie urbaine avaient la majorité absolue au Parlement, le genre de choses qui fait rêver le premier Macron venu, quoi. Et donc, mais néanmoins, ils ont cette possibilité-là, mais malgré que ça soit une assemblée verrouillée, les ministres ne sont même pas responsables devant, il n'y a même pas l'initiative des lois, etc., etc. Ça, c'est un pan de la société. Les courants socialistes sont très largement exclus de la Douma. Ils n'ont plus que des représentations croupions, ce qui n'était pas le cas dans la 2e Douma. Et donc, à côté de ce monde un peu confit, existe une très grande variété de partis socialistes. Alors, le Parti socialiste révolutionnaire, archi-dominant et qui a une vision populiste au sens à l'ancienne du partage des terres agricoles. Donc, c'est un parti paysan, encore une fois, archi-dominant. Les partis marxistes se divisent notamment en 2 groupes principaux, mais qui peuvent avoir eux-mêmes des ramifications. Les fameux, le Parti social-démocrate russe, avec sa composante menchevique ou bolchevique. Et il y a aussi un parti entre les deux, qui est le Parti travailliste, où se distingue un jeune avocat que vous voyez ici en tout petit, ce qui veut dire que vous ne le voyez pas. C'est Alexandre Kerensky, et qui sera la grande star de l'année 1917. L'autre pan de la société réelle, c'est en fait une classe ouvrière effectivement en expansion, extrêmement concentrée, mais sans autres représentations politiques, évidemment, que les partis qui sont largement clandestins, en tout cas pour beaucoup de comités bolcheviques et mencheviques. Et le gouvernement autocratique n'a pas tiré les leçons, par exemple, de l'autocratie ou du gouvernement à la prussienne, c'est-à-dire qui, lui, verrouille énormément au niveau politique en Allemagne impériale, mais par contre a une législation sociale extrêmement progressiste, probablement en forçant un peu le trait, la plus progressiste d'Europe. C'est pas le cas en Russie, c'est 60 heures de travail par semaine, aucune assurance maladie, aucune assurance d'aucune sorte, les ouvriers traités comme des serfs, comme des esclaves. Donc là, vous avez une vision d'une cantine ouvrière dans le port de Pétersbourg en 1910 par le célèbre photographe Karl Bula. Bon, comme je vous le disais, à partir du 23 février, journée internationale du droit des femmes, c'est une des premières grandes manifestations politiques des femmes. La question du ravitaillement se pousse depuis quelques jours à Pétrograd. Une nouvelle session de la Douma vient de commencer. Il y a beaucoup d'agitation politique. Les ouvriers des grandes usines, notamment de l'usine Potilov, ont eu des exigences salariales qui ont été très maladroitement gérées par leur direction patronale, ce qui nous aide en général. Et ces andouilles ont décrété le lock-out. Moralité, il y a plein d'ouvriers totalement désœuvrés à Pétrograd le 23 février quand les femmes descendent dans la rue. Ce qui fait que dès le 23 février, on compte environ 50 ou 80 000 grévistes qui viennent se mettre en plus des ouvrières du textile, etc. Donc dès le lendemain, extension des manifestations. Là, vous êtes sur la place Znamenskaya et la grosse et moche statue, c'est Alexandre III, le père de Nicolas II, si je ne me trompe pas. Voilà, et on le surnomme l'hippopotame, tellement cette statue a été conçue avec finesse. Voilà. Donc, à partir du 25, c'est la grève générale. Le 26, les régiments se mutinent. Le 27, là, vous voyez les armoiries brûlées. Alors, encore une fois, c'est un extrait de l'incroyable iconographie que vous avez probablement pas vu jusque-là. Et celle-là, on la connaît quand même, pardon. Et les foules convergent vers le palais de Tauride, où il y avait la Douma. Et donc, la Douma va être saisie doublement. Du moins, le palais de Tauride va être saisi doublement, à la fois par cette fraction libérale et qui va essayer de s'organiser, de contrôler un peu ce que devient la révolution, et
spontanément ou presque des discussions, des comités ouvriers, des délégués de partis, et notamment le parti menchevique va pousser à la création d'un comité exécutif provisoire du Soviet. Et ça, c'est le grand mot de 17, c'est le Soviet, c'est la leçon de 1905-1906. Les ouvriers élisent des délégués qui siègent très rapidement. Et c'est incroyable, les élections sont organisées très rapidement, 27, 28 février, 1er mars. Et les délégués affluent très rapidement. En fait, ces élections sont très suivies. Donc là, vous avez la bourgeoisie qui s'organise avec un comité provisoire de la Douma. Et il y a quelques stars dedans. Vous reconnaissez le monsieur toujours aussi replet et content de lui, c'est Mikhail Rodzienko, toujours lui. Mais vous reconnaissez aussi Alexandre Kerensky qui est là, Lyov, un des deux Lyov, qui sera procureur du Saint-Synode, Shulgin, là-haut, etc. Si vous voulez tous les noms, c'est page gna 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 dans le livre. On a essayé d'identifier à peu près tout le monde. Mais en même temps, toujours dans le même bâtiment, le palais de Tauride, se met à siéger le comité provisoire du Soviet de Pétrograd, avec à sa tête, du moins il est tout de suite élu président parce que figure consensuelle et plutôt sympathique, Nikolai Shreidze, surnommé Papa Shreidze parce que, nous dit Soukhanov, il est vieux. Alors là, j'en veux beaucoup à Soukhanov parce qu'en fait, Shreidze, il a exactement mon âge à cette époque-là. Donc là, c'est Sokolov, on reconnaît Théodore Dan, Steklov, on avait vu aussi Gvozdev ici. Bref, tous ces gens-là, on essaye de les identifier dans le livre, souvent pour la première fois. Donc en fait, du monde afflue, et du monde afflue des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez ici, au milieu, là, le grand, toujours aussi replet et toujours aussi content de lui, Mikhail Rodzienko, qui accueille les soldats. Mais vous avez aussi, dans le même mouvement, Shreidze qui est tout le temps appelé à sortir du Soviet, etc., pour parler aux délégations ouvrières ou pour parler ici aux délégations de matelots. Vous avez un double mouvement de convergence et s'installe ainsi un double pouvoir entre une sorte de partage entre la bourgeoisie avec le comité provisoire de la Douma et qui va former un gouvernement dès le 2 mars et le Soviet de Pétrograd notamment et ensuite de Moscou. Le gouvernement, en fait, et la bourgeoisie, la Douma, leur tête pensante, c'est pas Rodzienko qui va vite s'effacer, c'est Gouchkov et surtout Pavel Milioukov, qui est ici un prof d'histoire et qui est vraiment, en fait, celui qui, dans cette transition de pouvoir, garde le cap de la bourgeoisie, notamment du point de vue de la guerre. Donc vous avez d'un côté Milioukov, et de l'autre, les réunions dans la salle, la grande salle blanche du palais de Tauride, massive du Soviet, là en séance plénière. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a beaucoup de capotes de soldats, parce que c'est la réalité. Il y a une surreprésentation organisée, institutionnalisée des soldats dans les soviets. Et c'est un problème politique, d'ailleurs, que Soukhanov aborde, mais ça, on ne va pas l'aborder. Dès le 28 février, le Soviet de Pétrograd, qui a fusionné entre Soviet ouvriers et Soviet soldats, publie l'ordonnance numéro 1, le prikaz numéro 1, qui est une sorte de charte et droit politique du soldat. C'est l'élément de dissolution de l'armée impériale et du pouvoir politique. Ça exprime une chose, c'est que dans ce double pouvoir, le Soviet assume d'avoir le monopole de la force, et de la force armée, et de la force militaire notamment. Donc c'est pas juste on est dans un pouvoir à deux têtes où chacun fait un bout, c'est le Soviet garde le pouvoir militaire. Donc ce qui caractérise 17, c'est ça, par exemple, c'est dès que le prikaz est publié, ça on va le faire publier dans un nouveau journal qui s'appelle les Izvestia. C'est les nouvelles du Soviet de Moscou. Là, c'est des paquets des Izvestia qui sont diffusés. J'ai dit Moscou, de Pétersbourg, pardon. Et des photos très célèbres de diffusion massive. Il faut imaginer qu'il y avait du texte, de la parole, des prises de parole à tous les coins de rue. C'est vraiment un truc fantastique. Là, je vous montre juste quelque chose, des événements qu'on a totalement oubliés, mais qui ont été les grands moments, entre guillemets, de communion de la révolution russe en 17. Ce sont les funérailles des victimes de février. Parce qu'il y en a eu énormément. Il y a eu plus de 1000 morts en février.
Et donc là, vous voyez une fanfare dans la neige sur le champ de Mars, près du Palais d'Hiver. Et là, c'est une fosse. Il y a des planches iconographiques dans le livre. Vous verrez la disposition des lieux. Et là, on retrouve notre ami Pavel Milioukov, Skobelev, qui est ici, le prince Lyov, qui est le président du gouvernement, le Vladimir Lyov, qui est le procureur du Saint-Synode, qui est un personnage trouble que vous retrouverez dans le livre. C'est assez étonnant. Je passe vite. Ce qu'il faut savoir, on l'oublie, c'est qu'il y a plein de journées. C'est un peu le schéma de la Révolution française. Vous savez, on parle de journée du 31 impérial, etc. Et ben ou du 9 Thermidor, pour en citer une spéciale. Bon, ben là, par exemple, c'est l'organisation de défilés des invalides et blessés de guerre. Et donc, vous avez une journée comme ça, ils viennent au soviet de Pétrograd. On a une autre image dans le livre de ça. Vous avez aussi les manifestations de femmes qui continuent. Il faut savoir que grâce à ces manifestations, dès mars-avril, les femmes obtiennent le droit de vote universel, sans condition, pour la prochaine Assemblée constituante, qui est la grande perspective de l'année. Établir l'Assemblée constituante. Je suis loin, là, déjà. Ah bon ? Et donc ce sont des manifestations qui ont lieu le 9 avril. Je vous montre celle-là parce qu'à peu près dans tous les livres du monde, on vous dit que c'est une manifestation des journées de février. Mais non, c'est une manifestation du 9 avril. Et il va y avoir un événement encore plus fou, et prenez le temps d'admirer cette photo. C'est la plus belle du livre. On a tous voté, on est tous d'accord, c'est ça ? Oui. C'est le 1er mai. Le 1er mai 1917 à Pétrograd, c'est un truc de folie. Toutes les rues sont pleines, etc. Et là, on est sur la place des Palais. Et de dos, en gros, les manifestants sont de dos. Voilà ce que ça donne de face, sur la place Saint-Isaac. Je vous laisse lire Soukhanov, les descriptions de scènes de rue. L'homme fort du gouvernement provisoire, de plus en plus, surtout à mesure que l'alliance avec la bourgeoisie devient de plus en plus compliquée, notamment parce que au 1er mai, qui est le 18 avril dans le calendrier russe de l'époque, dans le calendrier julien, Milioukov publie une note d'information à destination des chancelleries alliées qui réaffirme la continuité des objectifs de guerre du gouvernement provisoire. À partir de là, évidemment, sa position devient largement intenable. Les manifestations de rue se succèdent et il doit, avec Goutchkov, démissionner rapidement. Moralité, de nouveaux gouvernements se forment et petit à petit, l'homme fort des gouvernements provisoires en place, ça va être Alexandre Kerensky, qui devient ministre de la guerre et qui se met à partir de là à porter la vareuse. Comme vous et moi, vous voyez, vous changez de métier, vous portez... On va passer très vite. Il va se constituer en juin le premier congrès pan-russe des soviets, c'est-à-dire tous les délégués des soviets de plein de pays envoient leurs délégués. Et là, vous avez le présidium ou presque, c'est-à-dire vraiment les superstars de l'époque, et notamment les superstars de la coalition qui se met en place. Petit à petit, des ministres socialistes participent au gouvernement. C'est ce qu'on appelle la coalition. Il va y avoir un premier gouvernement, un deuxième, un troisième, un quatrième gouvernement de coalition. C'est vous dire si c'est stable. On reconnaît là les très grandes stars. Notre ami Papa Shreidze, Iraklit Tsereteli, Plekhanov, mais qui est là pour le décor, Skobelev, Bogdanov, Steklov, Filipovski, et Kapelinsky et Gvozdiev. Voilà. Ils sont tous là. Mais en juin, c'est aussi leur reprise des manifestations. Et pour la première fois, c'est très compliqué ce qui se passe en juin. Il faut absolument lire le livre, je ne peux pas vous le détailler. Mais les mots d'ordre d'un parti qui, jusque-là, n'était pas majoritaire, s'imposent dans les manifestations. C'est bien entendu le parti bolchevique. Lénine est rentré d'exil le 3 avril. Tous les grands leaders soviétiques vont rentrer au compte-gouttes, en gros. Les premiers qui vont rentrer, Kamenev rentre mi-mars, de mémoire. Lénine le 3 avril. Trotsky le 4 mai, Martov le 9 mai, et disons mi-mai, tout le monde est là. Mais vous voyez que c'est assez tardif quand même. Donc à partir de juin, grande manifestation de force du parti bolchevique, qui hésite à lancer d'ailleurs des mots d'ordre insurrectionnels ou pas, comme ça va être le cas d'ailleurs en juillet. En juillet, les bolcheviks font venir les matelots de Kronstadt, que vous avez ici.
y compris les matelots anarchistes, comme c'est le cas ici, sans leur donner de perspectives claires et avec beaucoup d'hésitation. En fait, dès ce moment-là, le gouvernement provisoire est suffisamment décrédibilisé pour qu'il y ait des tentatives de remplacement insurrectionnel. Mais les bolcheviks ne vont pas aller jusqu'au bout de la logique, vont s'associer aux manifestations sans appeler à la prise du pouvoir. Moralité, plein de troupes armées sont arrivées dans la ville, entre guillemets, pour rien. Et le gouvernement provisoire va se saisir de cette occasion pour reprendre la main. Et vous avez ça, pour le coup, c'est une photo connue. C'est la fusillade à un des coins de la perspective Nevsky en juillet. À partir de là, le gouvernement provisoire, avec l'aide de ses alliés socialistes, notamment Tsereteli, les mencheviks de droite, Dan, etc., vont passer des lois liberticides, et en particulier contre les bolcheviks qui vont être emprisonnés pour les principaux leaders. Certains vont partir se réfugier. Et par exemple, Lénine passe en Finlande, du moins d'abord ailleurs, mais ensuite en Finlande. Et ça, contrairement à tous les livres où vous voyez des Lénine, du tableau en 17, etc., c'est pas compliqué. C'est la seule et unique photo qu'on a de Lénine en 17. Toutes les autres, c'est du bricolage soviétique. Et ça, c'est pour faire un faux passeport déguisé en ouvrier. Mais ces lois liberticides donnent un peu d'air à la bourgeoisie réactionnaire qui, elle, va tenter de trouver un homme providentiel pour dégager un peu Kerensky, qui n'est pas fiable et puis qui reste qu'un ancien socialiste, quoi. On ne va pas non plus mettre les clés de la boutique à un socialiste, fût-il un socialiste qui est passé de l'autre côté de la barricade. Celui qui est à gauche, c'est Lavre Kornilov, que Kerensky a eu l'idée géniale de nommer commandant en chef. Et à gauche, c'est l'adjoint de Kerensky au ministre de la Guerre, un personnage très trouble, un aventurier au long cours, socialiste révolutionnaire dans sa jeunesse et très connu. C'est Boris Savinkov, qui a écrit notamment Le Cheval Blême, qui raconte comment ils organisaient des attentats terroristes contre les personnalités tsaristes en 1905. Donc, Kornilov, toujours accompagné de ses gardes tékés, va tenter alors on dit un putsch de Kornilov. En fait, et ça c'est extraordinaire de le lire dans Soukhanov, on s'aperçoit que dès le début, il y en a qui ont expliqué que c'est pas vraiment un putsch, c'est pas du tout clair, parce que le rôle du gouvernement provisoire et de Kerensky est bien plus trouble. C'est-à-dire qu'en gros, il lui dit qu'il peut le faire, et il le désavoue en cours de route. Donc ça va continuer de décrédibiliser l'ami Kerensky, qui devient de plus en plus mégalomane. Cette photo est fantastique. Du moins, c'est Napoléon en direct ou presque. Et notamment pour se défendre contre le corps expéditionnaire de Kornilov, la 3e armée, je crois, il est obligé, évidemment, de libérer les bolcheviks, d'avoir recours aux gardes rouges, etc. Donc, le champ politique glisse complètement à droite, et les figures principales, comme Kerensky ou Tsereteli, qui est l'homme fort du soviet, qui est un menchevik de droite, ne tiennent plus la situation, d'autant que la poussée sociale, elle, ne s'arrête pas. C'est-à-dire les paysans réclament toujours la terre qu'ils n'ont pas eue. Les gouvernements provisoires remettent aux calendes grecques. Alors les calendes grecques portent un nom en russe, c'est l'Assemblée nationale constituante. C'est-à-dire, pour faire quelque chose, il faudra que ça soit l'Assemblée nationale constituante. Mais celle-ci est toujours repoussée, à tel point que les principaux partisans de l'Assemblée nationale constituante sont les bolcheviks, en fait, qui s'en servent pour montrer la duplicité du gouvernement, etc. Bon, je vous passe tout ça. Donc, dernière tentative de la démocratie, qui est le mot qu'emploie à l'époque Soukhanov et tout le milieu politique pour désigner l'ensemble des partis socialistes. C'est une conférence démocratique qui se tient en septembre et qui débouchera sur un pré-parlement pour essayer de redonner une légitimité au pouvoir, mais c'est le contraire qui va se passer. Ce pré-parlement, cette conférence démocratique, pas encore trop, mais le pré-parlement glisse complètement en fait sur la gauche de l'échiquier et finissent même par voter la fin de la coalition avec la bourgeoisie. Les bolcheviks, eux, quittent le pré-parlement, organisent la garde rouge, et Trotsky devient président du Soviet de Pétrograd en septembre et contribue à monter le comité militaire révolutionnaire, dont vous voyez ici quelques auto-mitrailleuses blindées dans la cour d'un bâtiment qui
qui abrite le soviet depuis l'été, qui est l'Institut Smolny. Vous voyez le truc, Smolny, bon. Et donc ils ont quitté Tauride et ils sont passés à Smolny. C'est ce comité qui va organiser l'insurrection d'octobre, ce comité révolutionnaire en lien étroit évidemment avec les organes bolcheviques. Et vous voyez ici le palais d'hiver, et là on est très loin des représentations des films d'Eisenstein et tout ça. Ça c'est le 26 octobre, la foule vient voilà. Et en fait, ça a été ça, la prise du palais d'hiver. Tous les vrais témoignages qu'on a, c'est un espèce d'envahissement un peu foutraque. Donc, l'Institut Smolny devient le siège du pouvoir avec le second congrès des soviets. Et là, vous voyez des gardes rouges qui gardent l'entrée de Smolny. Le récit de Soukhanov s'arrête à peu près là. Je vous montre le décret sur la paix, qui est un des grands décrets passés par le gouvernement bolchevique. Je passe complètement sur les débats politiques, on en reparlera, qu'il y a vis-à-vis de l'insurrection d'octobre. Soukhanov est opposé à la façon dont les bolcheviks veulent se saisir du pouvoir. Il est pour la prise du pouvoir par le Congrès des soviets, mais pas par le parti bolchevique. C'est une nuance subtile qui a un peu disparu dans la nature historiographique. Et je vous montre pour conclure une photo qui, elle, n'est pas de 1917. C'est l'anniversaire de la Révolution russe, le deuxième, en 1919. Et vous retrouvez les trois personnes dont on a mis des appendices dans le livre, Lev Kamenev, Vladimir Lénine et Lev Trotsky. Et je crois que j'ai fini et j'ai fait bien plus long que prévu. Merci Eric. Après avoir fait un tour d'horizon du contenu et de ce que vous allez lire dans cet ouvrage sur cette année 17, il semble important de faire un point sur Soukhanov lui-même, qui est ce personnage. Et c'est Guillaume qui va nous dire quelques mots sur Nikolai Soukhanov. Merci. Alors, merci d'être là. Je vais être bref, quand même, plus qu'Eric en tout cas. Donc, Soukhanov, qui est-ce et pourquoi c'est intéressant? En fait, c'est une personne qui est un petit peu assez représentative de ce que peut être le champ du marxisme russe. Alors, pas la première génération des marxistes russes, puisque Soukhanov naît en 1882, c'est-à-dire il est un tout petit peu plus jeune que Lénine, et il fait partie de la génération des jeunes de la Révolution avec Boukharine ou avec d'autres dirigeants. Mais Soukhanov a un itinéraire un peu particulier puisqu'il est passé en réalité par tout un tas d'organisations politiques en Russie et notamment par le parti socialiste révolutionnaire, le parti SR, dont Eric a parlé, qui est le gros parti paysan russe. Donc Soukhanov naît en 1882. À l'époque déjà, les idées de Marx commencent à pénétrer en Russie. Et ce qui est intéressant avec la pénétration des idées de Marx en Russie, et en fait on retrouvera du marxisme partout, chez tous les gens qui ont fait la révolution de 17 jusqu'aux plus libéraux d'entre eux. Ce qui est intéressant avec le marxisme en Russie, c'est que ça n'est pas l'idéologie d'un groupe de combat socialiste, comme ça peut être le cas en Allemagne ou dans d'autres pays. Ça devient une idéologie très globale qui va être brandie aussi bien par les socialistes révolutionnaires paysans que par l'élite libérale, que par les social-démocrates, c'est-à-dire les socialistes à proprement parler, tout simplement parce que chacune va y chercher des choses un petit peu différentes. L'élite libérale voit dans les écrits de Marx tout simplement une théorie de l'histoire mondiale qui leur donne raison au sens où les écrits de Marx justifieraient pour eux le passage après l'autocratie tsariste à un régime libéral capitaliste classique. Et jusqu'en 1905, les élites libérales considèrent ainsi qu'on peut trouver dans les textes de Marx la théorie de finalement l'histoire qui finira par leur donner le pouvoir. On appelle ça le marxisme légal en Russie et c'est une première lecture de Marx. On retrouve une deuxième lecture qui est celle des socialistes qui, eux, considèrent et qui ne sont pas tout à fait clairs là-dessus, et ça reviendra en 17, que la philosophie de l'histoire de Marx est bien celle-là, mais qu'en réalité, pour des raisons X et Y, la Russie pourra écourter la phase capitaliste. Et on retrouve, chez les socialistes révolutionnaires paysans, une théorie par Marx du capitalisme en tant que forme historique, mais qui n'est absolument pas une nécessité universelle, simplement un régime parmi d'autres que la Russie peut éviter, grâce à des institutions paysannes spécifiques communautaires, notamment ce qui est passé à la postérité par le terme le mir ou l'obchina, qui est la communauté villageoise avec son partage des terres, avec des formes de coopération de l'activité, etc., etc. Soukhanov est pris dans ce tourbillon-là,
Et il va donc faire ses premières armes dans le Parti socialiste révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va être l'un des théoriciens de la manière dont la Russie peut éviter le passage par le capitalisme. C'est un des défenseurs de la commune rurale paysanne. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça le fait discuter avec une bonne partie des gens qu'on retrouvera en 17, et notamment les grandes têtes pensantes du parti SR, Tchernov ou son aile gauche, avec des gens comme Spiridonova ou d'autres leaders. Il se fait petit à petit écarter du parti SR parce qu'en réalité, il en arrive à la conclusion, pour des raisons sur lesquelles je ne peux pas revenir, que cette voie-là est bouchée et qu'en réalité, ce qu'il faut à la Russie, c'est effectivement une révolution prolétarienne, mais qui s'adjoindra les masses paysannes. Et en gros, tout au long du début du XXe siècle, il va essayer de réconcilier les socialistes d'un côté, les populistes de l'autre, pour reformer un grand parti socialiste au sens large, dans lequel on aura des paysans et des ouvriers sous hégémonie prolétarienne, puisqu'il s'est petit à petit convaincu que c'était le prolétariat, conformément au texte de Marx, qui était porteur de l'idéal socialiste et de la manière d'organiser la société de manière socialiste. Alors, ça a un intérêt, ça, parce que, en fait, et c'est ce qui fait la richesse de Soukhanov comme observateur, en 1917, lorsque la révolution éclate, Soukhanov, premièrement, contrairement à beaucoup de leaders partisans, n'est pas emprisonné, n'est pas en exil, n'est pas à l'autre bout de la Russie, il est sur place, il est à Pétrograd. Deuxièmement, Soukhanov, une fois renvoyé du parti SR, a eu une activité de journaliste, en gros entre 1912 et 1917, qui l'a amené à fréquenter la plupart des têtes pensantes du socialisme russe, puisqu'il a fondé une série de journaux, notamment un journal qui s'appelait le Sovremennik, le Contemporain, qui était volontairement un organe transpartisan, dans lequel il prêchait justement pour la réconciliation des forces socialistes, dans lequel il s'est mis ensuite à prêcher une forme d'internationalisme, etc. Mais il a pu discuter avec, encore une fois, tous les gens que vous allez retrouver dans l'ouvrage. Et pas seulement eux, mais également avec la bourgeoisie libérale, ce qui fait que en février, Soukhanov va être l'interlocuteur naturel de gens comme Miliukov, c'est-à-dire le grand dirigeant libéral, de gens comme Rodzianko, de gens comme toute cette élite-là, et en même temps, il a un ancrage absolument légitime dans toutes les institutions socialistes. Il est ami avec Maxime Gorky, il est ami avec Kerensky, dont il livrera un portrait dont je vous lirai des extraits à la fin de la séance. Bref, il connaît absolument tout le monde. Alors, ce qui a un intérêt principal, c'est que ça lui permet d'être partout et de voir ce qui se passe en février. Il est présent lors des premières réunions du Soviet. Il est présent lorsque se négocie le programme de transition entre la bourgeoisie libérale et les forces soviétiques, et il est présent tout au long comme ça de l'année 17. C'est petit à petit qu'il va être rejeté parce que trop à gauche face aux socialistes défensistes, c'est-à-dire pro-guerre, contre lesquels il bataille dans ses journaux. Donc voilà, tout l'intérêt de Soukhanov, c'est celui-là. Un autre intérêt, enfin, et je terminerai là-dessus pour être très bref, c'est que Soukhanov, comme tous ces gens-là, a une formation à la fois littéraire et, alors aujourd'hui on dirait en sciences sociales, mais eux ils disaient marxiste, extrêmement bien faite, qui lui permet d'écrire ce qu'il écrit, qui lui permet d'être attentif à certains signes de la conjoncture auxquels tout le monde n'est pas nécessairement attentif, qui lui permet de garder un œil extrêmement attentif sur les campagnes, dont il a été encore une fois un observateur tout au long de sa vie, puisque dans le parti paysan, et à chaque fois qu'il partait en exil quelque part, il accumulait des statistiques, il regardait ce qui se passait dans les campagnes. Bref, ça lui donne un regard un peu acéré sur toutes ces réalités-là, et ça fait de lui à la fois un observateur donc présent partout, et en même temps qui a le bagage intellectuel pour, alors peut-être pas comprendre, puisqu'il y a sans doute plein de manières de comprendre la révolution, mais en tout cas de donner une certaine interprétation aux faits auxquels il est confronté. Et de ce point de vue-là, donc encore une fois, Soukhanov est en réalité le premier, disons, observateur marxiste d'une révolution. Si on met de côté les écrits de Marx sur la Commune, etc., on peut dire, me semble-t-il, que Soukhanov, avec ce carnet-là, vous avez la première description de ce qu'un marxiste à peu près formé et intelligent pouvait dire d'événements révolutionnaires en train de se faire. Et c'est ce qui fait, à mon sens, l'intérêt de cet ouvrage. Donc on y reviendra peut-être ensuite. Mais voilà, pour situer un tout petit peu l'auteur, c'est ça. C'est un marxiste formé
qui peut être présent partout et qui, par conséquent, a accès à la fois à des matériaux et à des outils conceptuels qui lui permettent de saisir ou d'essayer de saisir ce qui se passe. Alors à la suite de Guillaume, je vais essayer de rendre compte de la façon dont Soukhanov raconte ce qu'il raconte, parce que c'est aussi la grande singularité de cet ouvrage. On sait assez peu de choses sur les conditions de rédaction des carnets. On sait seulement qu'ils sont rédigés entre 1918 et 1921. On peut supposer qu'ils sont écrits animés par un certain sentiment d'urgence. En tout cas, c'est comme ça que je le lis. Peut-être le traducteur nuancerait cette idée-là. On sait donc peu de choses sur les conditions de rédaction, mais on a des éléments sur ce que Soukhanov mobilise pour établir son écrit sur la Révolution russe. On sait qu'il se réfère énormément à tous les journaux de l'époque, à ses propres écrits journalistiques, à ses analyses des situations qu'il a évidemment établies au fur et à mesure de l'année 17. On sait aussi que, et c'est pas une moindre, comment dire, c'est une chose assez paradoxale parce qu'il est constamment en train de parler de sa mémoire défaillante et en même temps en train de nous décrire des situations avec une impressionnante capacité de détail qui ne cesse d'étonner tout du long du récit. Pour dire quelques mots sur la façon encore dont il raconte, il a une manière de répéter constamment il essaie de raconter tout ce dont il se souvient. C'est quelque chose qui est aussi très récurrent dans son discours et qui rend le texte extrêmement vivant et assez prenant, en tout cas très passionnant, et qui en fait un objet littéraire. C'est qu'on est constamment pris dans des scènes de rue. Alors évidemment, des scènes au sein des institutions qui viennent d'être décrites par Éric ou Guillaume, donc des scènes de réunion, des scènes de délibération, des scènes de couloir, des négociations de couloir, de cabinet, etc., mais aussi des scènes de rue, des moments d'interaction privilégiés avec tous les personnages, évidemment, qu'il a la possibilité de rencontrer, comme vient de le dire Guillaume. Et il nous donne aussi à découvrir des lieux, et notamment Saint-Pétersbourg, mais comme on a essayé de le dire aussi dans la 4e de couverture, pour essayer de donner à voir ce qu'il y avait dans ce livre, on va aussi circuler dans les typographies, enfin les imprimeries de l'époque où s'imprimaient les journaux, des garnisons, des prisons. Il décrit une scène extraordinaire où il va visiter la prison. C'est Pierre et Paul. Qui est un moment assez saisissant du texte. Évidemment, quelques scènes de manifestation, mais c'est pas trop son truc, les manifestations, donc il laisse plutôt ça aux autres et il s'informe après de ce qui s'est passé. Et on peut tout autant être embarqué dans une description d'une scène, d'une pièce dans laquelle va s'organiser une réunion où il y a 3 chaises, 2 fauteuils, et il nous raconte un petit peu des lieux comme ça qui sont embarqués dans le mouvement révolutionnaire, et donc ça rend, je dirais, la lecture assez passionnante. Une autre chose que je voulais aussi dire, je trouve que c'est un texte assez fascinant sur le journalisme à l'époque, la pratique du journalisme. Et vous verrez aussi quand vous explorerez le texte, c'est quelque chose qui est évidemment qui est récurrent, il fait des allers-retours entre ces moments politiques, sa présence au Soviet, dans le comité exécutif, les réunions, et les moments qu'il va passer dans les bureaux de la Novaya Жизнь, la revue fondée par Gorky. Et c'est aussi intéressant de voir que c'est non seulement des lieux de travail, mais c'est des lieux de vie, puisqu'il est constamment en train de dormir dans les bureaux de la typographie, chez des amis, etc. Donc on est embarqué dans un moment de vie personnel aussi de ce personnage qui nous rend compte bien sûr d'une expérience collective majeure, mais à travers tout un tas de détails de sa vie quotidienne qui à mon sens font de ce récit quelque chose de très singulier.
c'est aussi dans sa manière de... Ce qui est singulier aussi dans sa manière de raconter, c'est que c'est quelqu'un qui cite abondamment des discours, des prises de parole des uns des autres, des discussions de couloir, des propos rapportés, des communiqués. Donc on a aussi affaire à toute une littérature qui se crée, enfin qui se crée dans la situation révolutionnaire. On a affaire à ces modalités de prise de parole, et ça c'est extrêmement intéressant aussi de le voir décrire des soldats qui débarquent du front ou des garnisons et qui prennent la parole dans des instances politiques en n'ayant pas forcément les codes évidemment de ces lieux, et donc il décrit aussi tous ces moments où la parole est saisie par les uns, les unes et les autres en situation. Ce que je voulais aussi peut-être dire sur comment il raconte ce qu'il raconte, et que moi je trouve assez aussi touchant, c'est qu'on a accès à son état émotionnel d'une certaine manière. On le voit évidemment selon les moments, selon la gravité des situations, des événements, et notamment dans les moments contre-révolutionnaires, on le voit fluctuer entre un lyrisme, un style très exalté, combatif, et des moments où il est saisi par le doute, le pessimisme, l'abattement, et il nous fait vraiment cheminer dans sa façon de vivre aussi les événements, les discussions, les blocages, les empêchements. Donc ça me semble vraiment faire, voilà, moi je dis souvent, je vois ce texte aussi vraiment comme une œuvre littéraire, d'une certaine manière, et bien sûr comme un témoignage historique, mais c'est un texte qui nous donne vraiment un regard singulier, enfin, qui nous fait faire une expérience singulière de la Révolution aussi à travers Soukhanov. Moi, j'ai tendance à dire... alors, il a une position de journaliste, mais il a aussi une position un peu d'ethnographe ou d'ethnologue dans sa manière d'observer avec une certaine lucidité. Et comme l'a dit Guillaume, c'est un personnage qui se décrit et qui est souvent décrit par d'autres comme étant un sauvage, c'est-à-dire hors fraction, et qui est finalement peu englué dans les enjeux d'allégeance. Et cette relative indépendance, cette liberté de ton, je pense, lui permet d'avoir un regard assez lucide et assez acéré sur ce qui est en train de se passer. Voilà, et le fait en fait d'être capable de parler avec des gens avec lesquels il est en désaccord, et donc de restituer la teneur de ces désaccords, le contenu de ces désaccords, ça nous donne, voilà, je pense, une entrée très singulière sur ces matériaux et ces informations. Je vais dire enfin quelques derniers mots sur le style Soukhanov. Alors vous verrez en avant-propos, on a quand même dit déjà pas mal de choses sur cette question. Soukhanov est quand même un gouailleur, un sale gosse par moment, gentiment provocateur, je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais il a une façon, il se moque énormément de tout et tout le monde. Il raille, il parodie, il prend la voix des uns des autres. Et ça fait aussi, ça rend évidemment le récit assez drôle. Enfin, c'est un récit, c'est un texte pendant lequel, à des moments, on se marre franchement du portrait qu'il peut faire des uns et des autres. Bon, évidemment, extrêmement corrosif, mais il se permet à peu près tout. Moi, je trouve, il a une grande liberté de ton, et c'est ce qui rend quand même la chose très, très intéressante. On voulait dire quelques mots en complément de ce qui vient d'être un petit peu déplié, sur le travail éditorial, donc le travail bien sûr de traduction et d'établissement de texte qu'on a mené tous les trois. Donc je vais repasser la parole à Guillaume qui va nous dire aussi comment il a traduit, comment il a travaillé un texte aussi colossal, je reprends le terme, voilà. Merci. Alors juste 2 mots déjà sur l'établissement du texte. Donc l'ouvrage avait fait l'objet d'une parution en 23, si je ne dis pas de bêtises, c'est-à-dire juste après sa rédaction. Ça n'a plus été édité du tout jusque en 1990 ou 91, pareil, ma mémoire me joue des tours. Donc encore du temps de l'Union soviétique. C'est l'édition sur laquelle on a travaillé après avoir vérifié bien sûr qu'elle correspondait à l'édition originale. Donc c'est un texte dont il n'existait quasiment pas de traces, si c'était une édition abrégée
paru en anglais dans les années 60, qui avait fait l'objet d'une retraduction française depuis l'anglais. Mais c'est un texte qui circulait principalement à travers tous les gens qui l'avaient utilisé. Le premier d'entre eux étant Trotsky, dont vous avez des verbatims de Soukhanov, sans exagérer toutes les 10 pages, mais également d'autres historiens plus académiques qui piochent sans cesse à cette matière-là. Alors au niveau du style, comme l'a dit Mylène, c'est en partie une œuvre littéraire, alors avec ses défauts, parce que Soukhanov parfois écrit comme un journaliste, c'est-à-dire avec une volonté démonstrative affirmée, avec des répétitions, et écrit parfois presque comme un homme politique, c'est-à-dire on retrouve des tics qu'on retrouve également chez Lénine, beaucoup de répétitions, encore une fois, et des formes de martèlement de la parole pour faire rentrer les idées. Ce qui est également constitutif de son style, me semble-t-il, comme Mylène l'a dit, c'est le fait que c'est un peu une éponge, c'est-à-dire que partout où il est, il adopte la manière de parler de ce qu'il décrit, et on a beaucoup d'indirects libres qui sont parfois extrêmement difficiles à situer, puisqu'il cite beaucoup de discours, mais il embraye ensuite sur la poursuite des raisonnements qu'auraient pu tenir les gens qu'il fait parler, et donc on est sans cesse comme ça dans la question de savoir qui exactement est en train de parler. C'est quelqu'un, enfin, qui a été, comme la plupart de ses contemporains, biberonné de littérature à la fois russe et occidentale. Vous retrouvez énormément de citations, vous retrouvez énormément de jeux de mots sur des choses qui nous paraissent complètement lunaires aujourd'hui, mais qui faisaient partie de la culture générale des intellectuels de l'époque. Donc, c'est une prose qui a ses défauts, mais qui est une prose historique qui est comparable à celle que vous trouvez chez Trotsky, par exemple, dans son Histoire de la Révolution russe, avec un souffle absolument indéniable, qui est encore accru par cette espèce d'alternance entre des passages très très discursifs, au sens où on est dans des assemblées avec des gens qui parlent, etc., et des passages de description de scènes de rue. Alors effectivement, Soukhanov, les manifestations, c'est pas son truc. En fait, lui, ce qu'il aime bien, c'est observer. Et d'ailleurs, le 1er mai, ce qui est assez amusant, c'est qu'il n'est pas dans les cortèges, il est en voiture et il essaye de faire absolument tout le tour de Pétersbourg pour voir tout ce qui se passe partout où ça se passe. Et d'ailleurs, cette réputation-là, il l'avait même dans les réunions, puisque la plupart du temps, quand il était là, les gens lui disaient « Non, mais vous n'avez rien à faire là, vous êtes là pour écrire vos trucs, etc. Sortez de la salle, ici, les choses sérieuses se font. » Donc ça, c'est pour le style de Soukhanov. Après, pour le travail de traduction, la principale difficulté, c'est que c'était très long, puisque c'est un énorme ouvrage, et que essayer de tenir l'unité d'un style pendant 1500 pages, c'est parfois assez compliqué. Les principales difficultés pour rendre le Soukhanov, donc c'est les difficultés de style, avec cette alternance entre, encore une fois, des passages avec un souffle historique, des passages beaucoup plus ironiques, des passages de scènes beaucoup plus feutrées, des descriptions un petit peu prosaïques, parfois presque triviales du quotidien des révolutionnaires. Donc il a fallu alterner là-dessus. Et ensuite, il y a des difficultés qui sont propres à ce type de texte, mais qui ne sont pas tant des difficultés de traduction que de compréhension, et on a essayé d'annoter, c'est que Soukhanov écrit ça pour des contemporains au départ. C'est-à-dire il y a tout un fond d'implicite qui est absolument colossal, qui n'est plus du tout le nôtre aujourd'hui, et il faut expliciter tout ça. Il faut expliciter qui sont les gens dont il parle, et vous avez pu avoir un effet de cette espèce d'ivresse des noms propres lorsque Eric a pointé comme ça les noms que plus personne ne connaît au tableau. Il y a un peu ce sentiment-là quand on ouvre les pages de Soukhanov, il faut faire l'effort de rentrer dedans et de voir ensuite toutes ces figures-là agir pour les découvrir petit à petit. Il y a une autre difficulté, c'est que les réalités dont parle Soukhanov sont des réalités politiques dont on a potentiellement perdu l'habitude. Alors, pour aider à la compréhension de ça, on a reproduit un passage de John Reed au tout début de la préface. John Reed, qui est un des autres grands observateurs de la Révolution, mais Octobre en l'occurrence, beaucoup plus, où John Reed décrit comment se passent les assemblées, parce qu'il y a un fonctionnement très codé de toutes les assemblées soviétiques de l'époque, et donc avec des termes qui ne nous parlent pas forcément aujourd'hui en français, comme rapporteur, motion, présidium, etc., qui sont encore une fois le quotidien tout à fait banal pour un militant de l'époque. Donc il y a comme ça des petites bizarreries linguistique, le fait effectivement que démocratie à l'époque sous la plume de Soukhanov ne signifiait absolument pas une forme de régime politique, mais bien un camp politique opposé à la bourgeoisie. La grande opposition de l'année 17, c'est bourgeoisie d'un côté, démocratie de l'autre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les marins de Kronstadt avec leur drapeau pirate, là, il y avait marqué mort aux bourgeois sur le drapeau, ce qui avait l'avantage d'être direct, disons. Donc c'est cette grande opposition-là. Il y a l'expression centre partisan revient souvent, c'est-à-dire tout simplement ce qu'on appellerait nous des partis, mais précisément dans leur fonction de dirigeants de la Révolution.
il y a comme ça tout un tas de petites bizarreries, mais qui, encore une fois, sont pas compliquées à traduire. C'est simplement la compréhension qui suppose de rentrer dans le vocabulaire de l'époque. Mais on a voulu aussi garder ça pour témoigner voilà, du vocabulaire de l'époque, comment c'était organisé, et la manière dont c'était vécu par les contemporains. Donc un dernier mot enfin sur Soukhanov. La dernière spécificité de son style, c'est que évidemment vous retrouvez des outils analytiques marxistes dans le texte, la notion de classe, tout un tas de notions économiques, le prolétariat, les rapports de classe dans les usines et en dehors, etc. Mais ces outils analytiques, et là encore une fois c'est ce qui fait la force de Soukhanov me semble-t-il, c'est qu'ils sont distillés de manière beaucoup plus subtile entre guillemets que chez la plupart des grands prosateurs du marxisme russe, par exemple Plekhanov dont on a un peu parlé. Les textes de Plekhanov sont extrêmement dogmatiques. Vous retrouvez ce côté dogmatique chez Lénine, vous le retrouvez même en un sens sous la plume de Trotsky, et chez Soukhanov c'est de manière beaucoup plus subtile. Et juste pour terminer, ça permet d'enfoncer un coin dans une vision héritée de l'histoire soviétique selon laquelle le marxisme russe se partagerait entre eux en gros les mencheviks doctrinaires, c'est-à-dire ceux qui font de la pure théorie et qui n'ont pas compris la révolution, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont perdu en octobre. De l'autre côté, les socialistes révolutionnaires un petit peu mystiques, allumés, avec une prose qui est beaucoup plus emphatique. Et au milieu, les bolcheviks, c'est-à-dire les seuls à avoir saisi ce qu'était la mise en pratique des concepts de Marx pour l'appliquer à des situations concrètes. En réalité, en lisant Soukhanov, on n'est plus du tout dans ce schéma-là, puisque Soukhanov est à la fin de l'année 17 un menchevik, mais qui, encore une fois, est pris à la fois dans ses analyses de la situation et dans son écriture par des considérations d'ordre conjoncturel, d'ordre politique, et pas du tout dans le schéma doctrinaire marxiste tel que on peut le reprocher, tel que les bolcheviks le reprocheront aux mencheviks. Voilà pour le travail sur le texte. Je vais repasser la parole à Éric pour faire un point sur ce que Éric appelle souvent l'économie du texte, l'économie générale de l'ouvrage, on va dire, ce qui prolongera un petit peu ce qui vient d'être dit sur le travail qu'il a fallu faire pour rendre ce texte accessible. Oui, alors je vais aller très vite parce qu'on a une petite section à la fin qu'on aime bien et qu'on va avoir le temps de faire. Oui, l'économie du livre, en fait, c'est pour répondre fondamentalement à la question, au problème posé par la taille du livre, la distance historique avec le livre, et y compris à la distance politique avec le livre, comme ça a été dit, parce que voilà, une des raisons de lire Soukhanov, comme l'a dit là, à l'instant Guillaume, c'est qu'on se dégage d'une approche historiographique qui, finalement, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait été pour ou contre, etc., a été toujours nourrie, dans un sens, d'une historiographie, si ce n'est stalinienne, tout au moins en demeure de se positionner par rapport à l'historiographie stalinienne. Et donc, qui ne se posait pas forcément les bonnes questions. Donc là, nous, ce qu'on voulait, c'est comment on rentre dans un texte aussi massif. Et la conclusion sur laquelle on a convergé après quelques hésitations, il n'y a pas d'autre solution que d'y rentrer très vite. Donc, on a fait un avant-propos minimaliste qui vous dit, en 2 mots, ça c'est l'événement, ça c'est l'auteur, qu'est-ce qu'on a fait sur le texte et pourquoi vous allez pouvoir le lire très vite. Et pour être un peu informé, si jamais ce n'est pas le cas, de l'histoire russe, il y a une chronologie synthétique qui court de 1825 à 1917, à février 1917. Et pour chaque volume, vous avez la chronologie de février à juin 17 et de juillet 17 à octobre 17. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Rentrer dans le texte, c'est possible. Malgré tout ce qui a été dit, c'est totalement possible. On met au fur et à mesure en note de bas de page les éléments qui vont bien pour comprendre. On renvoie à un glossaire les noms russes, mais tous les autres noms qui ne sont pas des noms russes politiques sont eux-mêmes avec une minuscule notule biographique en bas de page. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a évité donc aucune note de fin de page. On a aéré le texte de fin de volume, pardon. On a aéré le texte d'intertitres. Vous avez des sommaires par chapitre, etc., etc. Donc vous pouvez
il y a les moyens de naviguer globalement dans le texte. C'est-à-dire que vous avez à la fois la table des matières, une table des matières par chapitre. Et puis, autre chose, effectivement, il y a beaucoup de noms. C'est pas compliqué, c'est le plus gros index de noms sur lequel non seulement nous avons travaillé, mais c'est également le plus gros index de noms que moi j'ai trouvé dans la bibliothèque sur le sujet. C'est-à-dire qu'on est en général un tiers plus gros que les plus gros index sur le sujet. Il y a 625 entrées de noms. Donc une façon de s'en sortir, ça a été de vous permettre d'avoir une image mentale des événements et des personnes. C'est ce que vous avez pu voir avec les photographies que j'ai essayé de vous donner. Et on a fait des galeries de portraits aussi pour que vous puissiez vous dire Tsereteli, oui, c'est ce gars-là, là, c'est le mec qui ressemble à Frank Zappa. Je l'ai en tête, je m'en rappelle. Et vous pouvez comme ça fixer. Deuxième chose, on a laissé le texte dans sa continuité. Il était divisé en 7 livres. On a mis les 7 livres en continu. On a mis toute la numérotation des chapitres en continu, toute la numérotation des pages en continu, l'index en continu, etc., etc., pour essayer de vraiment faire un texte dans lequel vous pouvez avancer linéairement, sauter s'il le faut, etc. Vous retrouvez avec 4 index différents. Et encore une fois, il y a en tout 237 illustrations dans les 2 volumes. C'est plus que n'importe quel autre volume en français sur la Révolution russe, et de loin. Donc c'est aussi une façon de naviguer, des fois pour se repérer, d'aller voir à l'avance des images ou de revenir en arrière sur des images. Voilà. Ça, et on a mis quelques appendices. Il est très souvent question, notamment d'une question polémique, qui est l'attitude d'une fraction du parti bolchevique face à l'insurrection d'octobre. Une fraction dont la figure la plus connue est Lev Kamenev ou Grigory Zinoviev aussi, et qui est un débat extrêmement intéressant et pas du tout aussi caricatural que ce qu'a voulu nous en laisser le camarade Lénine. Donc on a notamment, Kamenev publie une lettre avant l'insurrection dans le journal de Soukhanov. Alors, je peux vous dire, c'est la double peine à l'époque, hein, et il a pris cher. Mais donc, on a reproduit cette lettre. On a reproduit aussi l'avant-dernier article de Lénine, qui est consacré à la parution des cahiers de Soukhanov. C'est-à-dire qu'il est malade, il ne peut plus écrire, il en est à sa 2e attaque. Il dicte le texte parce que ça reste un point central pour une raison politique qu'on essaye de discuter dans la postface. Et ben voilà, il y a une postface donc avant ces textes-là. Et on a mis aussi, pour vous dire qu'est-ce qu'ils en pensaient, l'importance, alors que c'est quelque chose qui a disparu des radars, disparu de notre historiographie, introuvable en aucune langue sauf le russe, hein, sauf une version abrégée. C'est que non seulement Lénine y consacre son dernier article ou avant-dernier article politique, mais Trotsky, dans son histoire de la Révolution russe, met quelques annexes, et la dernière annexe est une réfutation de certains propos de Soukhanov. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'est une histoire qui ne passe pas, l'histoire de Soukhanov pour les bolcheviks. Même s'ils n'ont pas d'autre choix que de faire comme tous les autres historiens, c'est de piocher à pleine main, même sans le dire. Parce que de toute façon, c'est là qu'il y a la matière, c'est là qu'il y a l'information sur beaucoup de sujets. Voilà, donc on a mis tous ces aimants-là et une galerie en plus de toutes les illustrations pour vous permettre pour essayer de vous convaincre que vraiment, ça a beau être un monstre, franchement, on se jette dedans sans problème. Et il ne faut pas avoir d'appréhension. Voilà, j'espère être convaincant. Je ne suis pas sûr. Pour clore ce moment de présentation, on avait envie de revenir sur un autre aspect passionnant dans ce projet éditorial, c'est que on a tous les 3 des profils absolument différents. On a des formations différentes, scientifiques, on a des intérêts différents. Donc on a d'une certaine manière, on est tous les 3 entrés dans Soukhanov d'une manière différente. Donc on a décidé de faire une petite sélection chacune d'un extrait qui nous intéressait. On vous propose de faire une micro-lecture d'un extrait de 3 extraits en l'occurrence du texte. Qui veut commencer ? Honneur au traducteur. Alors le texte que j'ai choisi n'est pas forcément lié à mes intérêts immédiats de lecture du texte, parce que j'en ai pas trouvé suffisamment court pour ça.
Le texte que j'ai choisi, c'est le portrait de Kerensky, alors qui est tout au début de l'ouvrage, mais parce que Soukhanov considère qu'il est important qu'on comprenne bien qui est Kerensky pour percevoir la suite des événements. Et en réalité, c'est un des portraits comme il y en a tant dans l'ouvrage et qui me paraît intéressant parce que simplement ça montre tout simplement quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié, c'est-à-dire que cette révolution, elle a été faite évidemment par les masses dans les rues, etc. Mais elle a aussi été faite par des individus qui ont débattu, qui ont partagé des idées, qui combattaient en réalité pour cristalliser la légitimité des masses, pour s'accaparer la légitimité des masses. Et c'est ces individus-là, juste pour dire un dernier mot là-dessus, qu'on a voulu aussi mettre en avant par les portraits, etc., parce qu'ils ont eu la double peine d'être à la fois les grands oubliés de l'historiographie soviétique stalinienne, et en même temps les grands oubliés aussi, me semble-t-il, de toutes les formes de révolution historiographique qu'a connue la révolution russe, puisque ces révolutions historiographiques ont principalement consisté, et c'était tout à fait justifié, à s'intéresser à d'autres endroits que Pétersbourg, à s'intéresser aux marges de l'Empire, à s'intéresser à des dynamiques plus profondes, etc., mais en réalité toutes ces figures politiques-là, qui auraient dû être tout simplement au centre d'une historiographie bêtement politique de la révolution russe, ont disparu. Donc, alors Kerensky, c'est pas le plus marginal, hein, puisqu'il a pour lui d'avoir survécu, d'avoir donné son avis sur De Gaulle en 58, etc. Bref, il a été présent après. Mais il y en a d'autres. Là, j'ai pris Kerensky parce que c'est un portrait relativement bref et un petit peu acide. Donc, le point central de la personnalité de Kerensky est toutefois le suivant. Dans cette personnalité, le démocratisme, donc l'aspiration à la démocratie, le démocratisme, c'est ce que nous on appelle aujourd'hui démocratie, et la lutte pour la révolution avait peu à voir avec ce détachement qui confine à l'abnégation dont faisaient preuve de nombreuses autres figures politiques. Non seulement Kerensky n'a jamais été capable de réaliser le moindre sacrifice, mais il fut toujours positivement ambitieux, et cette ambition fondamentale s'est transformée au cours de la révolution en amour du pouvoir. Un autre point est plus important encore. Kerensky croyait tant en ses forces, en sa dimension providentielle, qu'il a toujours identifié sa propre activité, ses succès et sa carrière au destin du mouvement démocratique moderne de la Russie tout entier. C'est la raison pour laquelle il s'est pensé non seulement en socialiste, mais aussi un peu en Bonaparte. Cette tournure d'esprit et ses convictions s'enracinaient sans aucun doute dans deux faits déterminants. En premier lieu, la situation objective de porte-parole le plus brillant et le plus populaire de l'idée démocratique à l'époque de la 4e Douma. En second lieu, la faiblesse de ses ressources objectives, son incapacité à évaluer avec justesse les phénomènes et partant, la surestimation naïve de ses propres forces. Son tempérament impétueux contribua directement à ce que durant la Révolution, les événements grandioses et la place qu'il y prenait lui montent très vite à la tête. Sa tendance évidente et innée à la solennité, au faste et à la théâtralité fut portée à son comble durant sa présidence du gouvernement révolutionnaire. Si on garde en tête qu'un travail surhumain et névropathe l'avait déjà épuisé avant même le début de la Révolution, la suite des événements est évidente. Le ministre révolutionnaire Kerensky ne pouvait pas ne pas devenir ce braillard débridé, bêcheur, virulent, énervé, enclin au despotisme et incapable de se tenir à l'écart des aventures même les plus risquées. Cet homme aux airs d'autocrate sans pouvoir et aux manières d'oracle, ignorant et perdu. Voilà, ça fait partie des... Alors, Tsereteli, lui aussi, a droit à un portrait de la sorte, mais bref, vous trouvez comme ça une galerie de personnages, et ce qui est amusant, on peut y jouer, c'est de faire le lien, ça fait un peu un portrait de personnage politique, dont certains peuvent rappeler des figures contemporaines, donc voilà, c'est toujours un jeu amusant de faire des liens entre l'histoire et la situation présente, et via les portraits politiques, ça peut être fait. Moi, je voulais lire un extrait très différent qui s'appelle, qu'on a intitulé Au théâtre Mariinsky. Le lundi 13 mars, dans les anciens théâtres impériaux, les spectacles interrompus par la Révolution reprirent. On transmit au comité exécutif une invitation pour l'ouverture solennelle des théâtres libres. Nous y allâmes avec grand plaisir. J'arrivais très en retard au théâtre Mariinsky. Devant l'opéra, on donnait un spectacle en rapport avec la Révolution. On lisait des vers sur la liberté, un chœur chantait en mémoire des combattants tombés et la Marseillaise retentissait sans arrêt. L'attention de la foule bourgeoise et petite bourgeoise, excitée et enjouée, était concentrée sur la loge tsariste latérale où avaient pris place les députés, ouvriers et soldats.
C'était la première fois que nous remplissions des fonctions de représentation du gouvernement dans une sphère aussi publique. Et, arrivant directement du travail, en haillons, affamés et mal rasés, nous nous étonnions de la situation étrange où nous étions tombés. La loge tsariste n'avait encore jamais vu cela, décorée, comme tout le magnifique théâtre, de tissus rouges qui masquaient et dissimulaient absolument tous les emblèmes du pouvoir impérial et de l'ordre ancien. Tartakov, le directeur du théâtre, nous courtisa d'un ton cordial, accompagné d'autres représentants illustres du monde artistique. Durant les entr'actes, on nous apporta du thé et des biscuits en nous faisant visiter tous les recoins des coulisses pour nous montrer l'organisation et rencontrer les artistes. Nous ne savions pas trop comment lancer la discussion avec ces gens tout peinturlurés et curieusement désarmés. Ils nous entourèrent en une foule dense, nous regardaient comme si c'était nous, non pas eux, qui avions un aspect contre-naturel et inhabituel, puis ils nous suivirent dans la loge tsariste. Tous, de même que les spectateurs dans la salle, paraissaient électrifiés. L'un d'eux raconta, j'ai pas la bonne page en suivant, qu'en 30 ans de service, c'était la première fois qu'il voyait la loge tsariste jusqu'ici fermée à double tour. L'entr'acte prit fin, mais le public ne souhaitait pas écouter l'opéra. Il exigea des discours. Commença une ovation à l'adresse du soviet avant de l'interrompre soudainement pour attendre en silence. Schreitze, énervé, ne se sentant pas du tout à l'aise, prononça quelques mots. En pleine adéquation avec l'atmosphère ambiante, Skobelev dit quelques phrases sur la liberté artistique. Lorsqu'il fut clair que le public n'était pas calmé, ce fut Gvozdev, l'ouvrier, qui intervint face à l'océan de plastrons brillants, de diamants étincelants et sous le regard des lorgnettes. L'enthousiasme et les ovations paraissaient sincères. Tous les artistes se précipitèrent sur la scène. On leur adressa des discours particuliers. Ils répondirent par une nouvelle Marseillaise et des chansons sur la liberté. C'était la première fois que je voyais la foule bourgeoise depuis le bouleversement. Indubitablement, elle vivait et respirait à nouveau. Elle se hissait à nouveau vers les sommets et respirait la joie. Tartakov, le cordial directeur, nomma et fit un portrait de chacun des artistes, nous invitant à écouter l'opéra en faisant un éloge discret de son théâtre. Mais je ne pus le satisfaire car je ne voyais et n'entendais rien. Je pensais à toute autre chose. En effet, lors d'une séance réunissant les deux partis du Soviet le lendemain, je devais faire la première intervention de la démocratie révolutionnaire en matière de politique internationale. Je devais prononcer le premier rapport officiel sur la guerre et la paix et proposer aux Soviets, en conclusion, la ratification du manifeste au peuple du monde entier, au nom du comité exécutif. Il y avait là matière à penser. Alors, moi, une fois, pas coutume, je vais prendre un des aspects qui m'intéresse beaucoup dans Soukhanov, c'est de redonner de la chair à la critique du processus de prise de pouvoir bolchevique et du premier temps du pouvoir bolchevique, dont Soukhanov est resté un observateur critique avant d'être expulsé du Soviet en juin 18. Et dans cela, il y a un dialogue très particulier qui s'instaure entre Soukhanov et Trotsky, qui sont finalement les deux grands mémorialistes de 17. Et c'est un dialogue un peu ambivalent. Hein. On a dit des choses sur Trotsky qui pioche chez Soukhanov, tout en lui mettant des pains théoriques et critiques dans l'histoire de la révolution russe absolument terribles, parfois justifiés. Et dans un autre mouvement, on trouve Soukhanov qui place au fil du récit des petites piques sur ce que va devenir le jeune pouvoir bolchevique, de ce qu'il en connaît, parce que rappelons-nous qu'il n'écrit de façon extrêmement précoce. Hein. Il commence la rédaction à l'été 18, en juin 18, il commence la rédaction. Et pour autant, la figure qui pour lui, mais comme pour beaucoup de socialistes et même pour un bon nombre de bolcheviques et de communistes de gauche au sein du parti bolchevique, la figure qui va représenter le plus la tendance autoritaire du jeune pouvoir bolchevique, c'est Trotsky. Mais en même temps, Soukhanov, à longueur de l'histoire, ne peut pas s'empêcher de ne pas voir que Trotsky est en même temps la meilleure voix
au sens le meilleur orateur, parfois celui qui trouve toujours dans le moment adapté la chose juste à dire, etc. Donc il y a ces deux musiques, comme on l'a mis dans la postface, une petite dimension critique et un peu triste quand on connaît la trajectoire politique de toutes ces personnes-là et la trajectoire humaine. Et en même temps, il y a ce lyrisme. Mylène a parlé de lyrisme et de temps en temps, on trouve ça. Donc voilà, dans ce dialogue Trotsky-Soukhanov, je voulais vous lire un passage qui se situe quelques jours avant l'insurrection d'octobre, avant la prise du pouvoir d'octobre. Et vous m'excuserez, je retire mes lunettes. Dans le couloir, je croisais Trotsky qui bondissait vers la Seine. Il me jeta un regard mauvais et fila à côté de moi sans me saluer. C'était la première fois. Les relations diplomatiques furent rompues pour longtemps. L'état d'esprit des 3000 et quelques personnes qui remplissaient la salle était agité. Tout le monde attendait quelque chose en silence. Le public était évidemment en grande majorité un public d'ouvriers et de soldats. Mais on voyait également quelques figures typiquement petites bourgeoises, hommes et femmes. J'eus l'impression que l'ovation réservée à Trotsky s'arrêta plus tôt que prévu, par curiosité et impatience. Qu'allait-il dire ? Trotsky recommença immédiatement à réchauffer l'atmosphère avec l'art et le talent qu'on lui connaît. Je me souviens qu'il dressa avec beaucoup de force un tableau terrible, de par sa simplicité, des tranchées. Je vis clairement quelques incohérences dans son discours, mais Trotsky savait ce qu'il faisait. L'essentiel, c'était l'état d'esprit. Les conclusions politiques étaient connues de longue date, on pouvait passer rapidement dessus, pourvu qu'on les énonce avec suffisamment de clarté. Or, Trotsky fit preuve d'une clarté magistrale. Le pouvoir soviétique non seulement était appelé à anéantir la boucherie des tranchées, mais il offrirait la terre et remédierait au désastre intérieur. Il répéta à nouveau les recettes contre la famine. Le soldat, le matelot et l'ouvrière iraient réquisitionner le pain chez les possédants et l'enverraient gratuitement à la ville et au front. Trotsky alla cependant plus loin en ce jour décisif du Soviet de Pétersbourg. Il cite « Le pouvoir soviétique offrira tout ce que possède le pays aux paysans pauvres et aux soldats des tranchées. Toi, bourgeois, tu possèdes 2 manteaux ? Donne-en un aux soldats qui meurent de froid dans les tranchées. Tu possèdes des bottes chaudes ? Reste à la maison, l'ouvrier en a besoin. » C'était là des idées fortes, bonnes et fort justes. Elles ne pouvaient pas ne pas susciter l'enthousiasme de la foule, éduquée à la nagaïka tsariste. En tout cas, j'atteste, en tant que témoin immédiat, que tel fut son discours ce jour-là. Autour de moi, l'état d'esprit était proche de l'extase. On avait l'impression que la foule allait entonner spontanément et sans directive aucune un hymne religieux. Trotsky reformula une brève résolution générale ou prononça une phrase très vague, du genre « Nous défendrons la cause ouvrière et paysanne jusqu'à la dernière goutte de notre sang. » « Qui est pour ?» demanda Trotsky. La foule innombrable leva la main, comme un seul homme. Je vis les mains levées, les yeux brillants des présents, hommes, femmes, adolescents, ouvriers, soldats, moujiks et petits bourgeois typiques. Étaient-ils en transe ? Voyaient-ils à travers un voile un bout de la terre promise à laquelle ils aspiraient ? Ou bien étaient-ils traversés de la conscience du moment politique, sous l'influence de l'agitation socialiste ? Mieux valait ne pas poser la question et prendre la chose telle qu'elle était. Trotsky poursuivit. La foule considérable garda ses mains levées. L'orateur martela ses paroles. Puisse ce vote, votre vote, être un serment, celui de défendre de toutes vos forces, au prix de tous les sacrifices, le Soviet, qui a pris sur lui le terrible fardeau de mener la révolution à son terme, à la victoire, et d'offrir la terre, le pain et la paix. La foule garda les mains levées. Elle était d'accord, elle prêtait serment. Une fois de plus, je vous laisse apprécier la situation telle qu'elle se présentait. Moi, je considérais ce tableau grandiose, avec un sentiment d'angoisse inhabituel. Trotsky acheva son discours. Quelqu'un d'autre monta à la tribune, mais le spectacle était fini. Dans tout Pétersbourg, des scènes similaires se rejouèrent. Partout, c'était la dernière revue des forces, le dernier serment. Des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de gens. C'était en réalité le début de l'insurrection. On serait très heureux et heureuse d'écouter vos questions, si vous en avez, et d'essayer d'y répondre. Merci de votre écoute. Merci. Moi, j'en ai peut-être une qui est assez simple, mais en fait, est-ce que vous pouvez redéfinir ce que le Soviet c'est, à quoi ça fait référence parce que j'ai pas vraiment compris si c'était un parti à un certain moment, ou après c'était aussi les Soviets. Voilà.
Très rapidement, le soviet, c'est en réalité quelque chose. Ça naît, le terme en tout cas naît en 1905, et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement au départ un comité de grève. C'est-à-dire que dans chaque entreprise, vous avez des assemblées générales qui élisent des délégués et qui siègent dans une assemblée qu'on appelle le soviet à Pétersbourg. Et ce modèle-là, il est immédiatement repris en 1917. Par les dirigeants mencheviks sur place, c'est-à-dire des dirigeants de second rang par rapport aux grandes organisations, aux grands partis politiques, puisque pour les bolcheviks, Lénine n'est pas là, pour les mencheviks, Tsereteli n'est pas là, pour les SR non plus. Bref, il n'y a pas de grands dirigeants. Et par ailleurs, les partis mettent de côté un petit peu leur stratégie immédiate et se disent qu'il faut recréer une institution qui est la légitimité qu'avait eu celle du Soviet de 1905. Et donc, il y a des élections qui sont organisées dans les usines, mais également aussi rapidement dans les casernes, pour que chaque usine ou même chaque groupe au sein des usines, alors la question de savoir qui envoie combien de députés va devenir très rapidement une question extrêmement compliquée. Et donc il y a des délégués qui sont élus et qui viennent siéger dans un comité plénier du Soviet. Donc le Soviet, c'est juste une grande assemblée avec des délégués d'usines et de soldats. Et bientôt, il y aura aussi des délégués paysans qui s'adjoindront, mais dans un Soviet particulier. Et c'est un petit peu la caisse de résonance de la révolution. Parce que ce sur quoi insiste Soukhanov, et moi ça me semble relativement intéressant, c'est que en fait, sur la base de ça, depuis des dizaines d'années, vous avez des réflexions de militants politiques qui se demandent quand est-ce que cette forme-là, qui était particulièrement démocratique, a fini par être avalée par les différents partis, puis ensuite par la bureaucratie, disons, partisane, et notamment sous sa forme la plus forte, à savoir le stalinisme. Et en réalité, ce que montre bien Soukhanov, c'est que dès le départ, la question du rapport entre les forces partisanes se joue au sein du Soviet. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart des ouvriers, la plupart des soldats, etc., ils sont nourris de propagande politique, menchevique, bolchevique, SR, ils appartiennent parfois au parti en question. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est l'articulation entre les différentes idéologies partisanes et la manière dont elles se reflètent dans le Soviet. Et l'autre chose sur laquelle va insister Soukhanov, alors là, c'est en partie avec du mauvais esprit, mais c'est en partie, me semble-t-il, réel malheureusement, c'est que très souvent, le Soviet est un peu une chambre d'enregistrement. Les véritables débats, ils se font non pas dans cette assemblée plénière, mais au sein du comité exécutif du Soviet, où là, donc, vous avez un nombre trié sur le volet de militants qui viennent proposer les résolutions, qui font les discours, etc. Et le Soviet ratifie la plupart du temps ce qui se dit dans ces cercles-là. Et eux, ce sont très souvent des militants partisans, puisque dès mars et encore plus avril, les différents partis discutent entre eux pour savoir combien de représentants ils auront au comité exécutif. Et c'est là qu'on voit revenir petit à petit les grands dirigeants, Tsereteli pour les mencheviks, Tchernov pour les SR, etc. Et donc, vous allez avoir cette espèce de feuilletage un peu compliqué entre les organisations partisanes, le Soviet comme théoriquement l'organisation absolument générale des ouvriers et soldats, et paysans, mais qui se veut en même temps une organisation de classe. C'est-à-dire, il n'est pas question d'avoir normalement des petits bourgeois au Soviet. Eux, ils ont la Douma, ils ont ces choses-là. Et l'affaire va être encore plus compliquée par le fait que les bolcheviks vont monter leur propre Soviet, qui vont appeler un peu différemment. Et donc, en réalité, c'est aussi ça l'intérêt du livre de Soukhanov, c'est que l'année 17, c'est la multiplication de tout un tas d'institutions qui essayent de capter la légitimité des masses. Et ce à quoi on a affaire, c'est à la délégitimation progressive, justement, des forces soviétiques traditionnelles, c'est-à-dire les mencheviks de droite, qui petit à petit vont être éjectés de la direction de la révolution au profit des bolcheviks. Et l'épisode qui illustre ça parfaitement, c'est Trotsky qui redevient le président du Soviet, alors qu'auparavant c'était Tcheidze, donc un menchevique, donc beaucoup plus à droite que Trotsky. Et Trotsky, quand il prend le présidium du Soviet, dit en réalité, c'est pas moi qui prend le pouvoir, c'est vous qui me le rendez, parce que Trotsky était le président du Soviet de 1905, et donc il inscrit ça dans l'idée que en fait, tout ce qui se passe entre février et octobre aura été comme une espèce de parenthèse bourgeoise dans le fil révolutionnaire qui va de 1905 à octobre 1917. Mais juste ce sur quoi il faut insister, je pense, c'est vraiment le côté un petit peu foisonnant de toutes ces institutions, et je pense que c'est aussi, moi c'est ce qui m'intéresse aussi en tant que... C'est quoi une révolution ? Une révolution, c'est aussi ça, où il y a des formes de collectifs qui apparaissent un peu partout. On ne sait pas très bien qui représente quoi, on ne sait pas très bien qui est vraiment légitime à parler au nom de quoi, etc. Et cette question-là, elle se règle dans la rue, puisque par exemple, une des grandes questions de toutes les manifestations de 1907, c'est ce sera quoi les principaux mots d'ordre sur les banderoles ?
Est-ce que, par exemple, les banderoles seront plutôt pour la guerre ou pour la paix? Est-ce que les banderoles seront pour défendre le gouvernement provisoire ou pour tout le pouvoir aux soviets? Et donc, on a vraiment cette espèce de compétition, alors qui n'est pas une compétition électorale telle qu'on la connaît, ponctuelle, avec des programmes, etc., mais une compétition pour la légitimité des masses dans les rues, dans les assemblées, etc., etc. Donc voilà. J'aurais une question. Enfin, vous y avez répondu à peu près en parlant des éditions. Je voudrais réinsister, enfin vous l'avez dit, mais c'est vraiment un texte qu'on attendait, qui est fondamental, et j'admire que vous ayez pu le traduire tout seul, vu l'ampleur. Ça a été écrit quand même a posteriori. Est-ce qu'on sait si, au moment des faits, Soukhanov tenait l'équivalent d'un journal? Et dans l'édition que j'ai, moi, qui est l'édition abrégée, il y a des entrées comme si c'était un journal. Est-ce que dans cette édition, elles sont maintenues? Alors, je pense que les entrées, c'est ce qu'on a appelé les intertitres. Non? Il y a des dates comme si il avait alors, tenu ça. un carnet, un journal. Alors, à ma connaissance, il n'a pas tenu de journal. Par contre, ce qu'il fait, c'est que comme il est assez vite à la rédacteur de la Novaya Жизнь, il fait des éditos extrêmement fréquents et il a énormément pioché là-dedans pour écrire les carnets de la Révolution. Donc, de journal intime, il n'y en a pas à ma connaissance. En revanche, des notes prises pour ces articles, ça, il y en a énormément. Le problème, c'est qu'elles ont toutes disparu. Oui, ça, les archives n'existent plus. Malgré les destinées de ces gens arrêtés, puis comme Soukhanov fusillé, il y a eu des miracles d'archives. Mais dans son cas, on n'a rien. Dans son cas, on n'a rien. Il n'y a absolument rien. Tout ce qu'on a, par contre, c'est les numéros de la Novaya Жизнь qui existent encore, qui ont été gardés eux, dans les archives, et dans lesquels on retrouve parfois, alors mot à mot, c'est beaucoup dire, mais en tout cas des analyses extrêmement similaires sur les événements tels que racontés sur le vif et racontés 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 4 ans après, dans les carnets de la Révolution. Merci. Oui. Un mot sur ce... sauf s'il y a une question tout de suite, mais un mot sur ce a posteriori, sinon. Parce que, en fait, ça nous paraît, nous, étonnamment court de se mettre à rédiger dès juin 18, et on n'a pas beaucoup d'autres équivalents, d'ailleurs. En fait, et pourtant, effectivement, il va tomber aussi sous le coup de cette critique. Alors, d'une mauvaise foi. Non, mais je veux dire de la part de Trotsky. Oui, voilà. Oui, c'est un mot. Oui, ça peut être beaucoup de choses. Non, je veux pas dire que vous avez porté une critique. Je veux dire qu'on lui a fait cette critique-là, et notamment, je sais plus si c'est Lénine ou dans son article ou Trotsky qui dit oui, après coup, il raconte ça. Alors. Enfin, c'est assez fort de café parce que Trotsky écrit en 1930, lui. Donc, c'est reprocher des textes, ça à des textes de 18-19. Bon, c'est un peu de mauvaise foi. Surtout que, par contre, on n'a pas, même dans les critiques de Soukhanov, de personnes qui diraient ce qu'il raconte n'est pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. Parce que ça aurait été un angle d'attaque, entre guillemets, très facile, et on ne pense pas que les personnes avec qui il a été confronté pendant les années 20 auraient laissé passer l'occasion. Donc, ce qu'il dit dans la préface est probablement vrai. C'est-à-dire qu'il ne nous raconte que vraiment des choses dont il se souvient. Et alors, il nous dit des fois, peut-être que j'ai déformé dans mon souvenir. Il y a une petite polémique comme ça, notamment avec Lunacharsky. Il dit, Lunacharsky me dit que je me trompe, que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'il n'a pas dit ça ce soir-là. Il dit, écoutez, moi, je ne peux pas faire autrement, je me rappelle de ça, peut-être que je me trompe, peut-être que Lunacharsky a raison. C'est comme ça, les historiens trancheront. Ça, c'est le grand truc de Soukhanov. C'est les historiens trancheront. Alors, c'est très drôle parce qu'en général, les historiens, il y a plein de trucs, ils n'ont pas grand-chose d'autre à te mettre sous la dent que ce qu'a dit Soukhanov. Donc, ils tranchent rien du tout. Mais de ce qu'évoquait Mylène sur la nature du texte et les remarques qu'il fait, de ce que je me souviens, etc., on peut être très en confiance parce que, comme tu l'as dit,
Il y a beaucoup de détails, y compris de choses où il n'y a pas d'enjeu politique. Donc, s'il s'en souvient bien comme ça, c'est qu'il se souvient probablement de beaucoup de choses. Et à un moment dans le récit, il dit voilà ce qui s'est passé jusque-là, mais je peux le dire presque heure par heure, minute par minute. Il dit après, ça devient un peu plus flou. Alors de temps en temps, effectivement, il va piocher dans ses éditos ou des choses comme ça. Mais je dirais ça a quand même des accents de vérité qui normalement nous mettent en confiance, quoi. Et d'autant qu'il a quand même accès à beaucoup de sources contemporaines. Alors il y a une chose qu'il n'a pas, en tout cas au début, c'est les comptes rendus des séances du Soviet, parce qu'il commet une erreur sur la date à laquelle on a commencé à prendre des comptes rendus écrits du Soviet. Il le met de manière plus tardive, ce qui veut dire en gros c'est qu'il n'a pas alors peut-être les 2 premiers mois, je pense, de compte rendu des séances du Soviet, alors même qu'elles existaient. Donc ça, il n'a pas eu. Mais par contre, dans l'édition soviétique de 90 ou 91, je ne sais plus, il a été établi une liste des erreurs proprement factuelles de Soukhanov, sur le nom de tel représentant élu à tel moment, sur le jour de telle chose, etc. Et sans mentir, ça doit se compter une trentaine de détails à peine. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même relativement exact du pur point de vue factuel. Et à cela s'ajoute effectivement, comme l'a dit Eric, une forme de sincérité, puisque personne n'a jamais reproché à Soukhanov d'avoir menti sur son rôle ou d'avoir sciemment déformé les faits. Donc de ce point de vue-là, on est relativement serein quant à la dimension factuelle de l'ouvrage. Le mot, vous ne l'avez pas prononcé au début. Ça m'a choqué. 1917, pour moi, c'est la guerre. Et ce qui va se passer en Russie, c'est aussi lié à ce qui se passe sur le front. Donc, quelle place, comment parle-t-il de la guerre ? Ah non, mais on a eu tort de ne pas dire le terme, parce qu'effectivement, c'est central, on l'a dit. Et d'ailleurs, le premier point de tension de Soukhanov, et ce qui va l'éloigner petit à petit des centres dirigeants du Soviet, c'est suite au texte qu'a lu Eric, c'est-à-dire le fait que Soukhanov va être mandaté pour rédiger le premier manifeste du Soviet adressé au peuple du monde entier, mais principalement européen, sur la guerre. Et parce que la guerre est l'enjeu central du moment, puisque c'était en fait la révolution de février, paradoxalement, a renforcé les socialistes pro-guerre. C'est tout le problème pour Soukhanov, puisque lorsque on faisait la guerre pour défendre le tsarisme, les socialistes avaient du mal à défendre la chose. Et pourtant, il y avait un courant socialiste très fort appelé défensiste qui avait participé à ce qu'on appellerait chez nous l'Union sacrée, au nom de la lutte principalement contre l'Allemagne, considéré comme l'impérialisme par excellence. Donc déjà avant 1917, il y avait un courant socialiste pro-guerre extrêmement fort, et après la Révolution, ça devient encore plus fort, puisque ce qu'il s'agit de défendre désormais, ce n'est plus le tsarisme russe, mais c'est la nouvelle République russe contre l'empire allemand impérialiste. Et ça, Soukhanov ne va pas le supporter. Soukhanov, c'est quelqu'un qui a fait ses armes durant le conflit en étant le principal représentant de l'internationalisme russe, parce qu'il a fait des brochures notamment qui ont été parmi les plus diffusées sur cette question dans le milieu socialiste. C'est quelqu'un d'internationaliste, donc profondément pacifiste. Et c'est c'est sur ce point-là qu'il va s'opposer aux socialistes, disons mencheviques de droite, qui eux considèrent que, en réalité, on fera la paix lorsque les Allemands se seront débarrassés de leur tsar. Le contenu du manifeste pour les socialistes de droite, ça doit être: on appelle les Allemands à se débarrasser de leur tsar comme nous on a fait, enfin de leur empereur comme nous on l'a fait pour le tsar, et ensuite on fera la paix. Mais en attendant, guerre, participation à l'effort national, etc. Et Soukhanov dit non, il faut commencer par combattre son propre impérialisme, à savoir l'impérialisme russe, et essayer de tout faire pour que la guerre s'arrête, être à l'initiative de l'arrêt de la guerre. Et bien entendu, ça va être l'enjeu central de 17. Petit à petit, les soldats vont de moins en moins croire en cette guerre pour la défense de la République. Et Soukhanov va assister un peu dépité au fait que la guerre va s'arrêter un petit peu spontanément, puisque les soldats vont déserter petit à petit, et que finalement ce seront les bolcheviks qui ratifieront cet arrêt de la guerre avec une paix tout à fait problématique en 1918. Mais donc oui, c'est vraiment un point central de l'ouvrage. De toute façon, Soukhanov, de ce point de vue-là, n'innove pas. Les trois questions centrales de l'année 17, c'est la paix, la terre
et disons ce qu'on appellerait aujourd'hui le pouvoir d'achat et les conditions de travail, mais en gros la manière dont les ouvriers peuvent vivre de leur salaire. Et là-dessus, et lui il considère, et c'est ce qui fait son intérêt, que la vraie force d'un pouvoir, ce qui fait la compétition électorale de l'année 17, c'est quel gouvernement répondra intelligemment, de manière cohérente et en même temps en adéquation avec les aspirations populaires à ces trois questions. C'est-à-dire une paix qui ne soit pas tout simplement une défection absolue de l'armée russe, un partage de la terre qui ne nuise pas aux besoins en matière de ravitaillement qui sont absolument vitaux pour la Russie de l'époque, et idem pour les conditions de travail dans les usines et le salaire ouvrier, quelque chose qui soit à la fois en adéquation avec les aspirations ouvrières et qui ne ruine pas complètement le pays. Et il considérera que le problème des bolcheviks est d'avoir sur ces trois questions des mots d'ordre démagogiques. C'est-à-dire la paix immédiate, indépendamment de, on ne sait pas très bien comment, les terres immédiatement pour les paysans, sans que la question du ravitaillement des villes et de la productivité agricole soit posée, et idem pour les conditions de travail, c'est-à-dire en gros, ce qu'il dit, c'est que les bolcheviks ont un programme qui est fait d'idéaux, mais qui ne sont absolument pas capables de se confronter à ce que c'est que la gestion d'un État comme la Russie, susceptible de répondre réellement aux besoins des soldats, des paysans, des ouvriers. Je suis arrivé en retard, donc peut-être ma question a déjà été posée. J'avais deux questions à vous poser. Quelle est sa vision sur les accords de Brest-Litovsk ? Comment les a-t-il jugés ? Puisque là, il y a eu des débats, même à l'intérieur du parti bolchevique, notamment avec ceux qui étaient partisans de la guerre révolutionnaire à ce moment-là. Et d'autre part, alors vous avez peut-être déjà répondu à la question, hein, vous me pardonnerez si elle fait double emploi. Pourquoi a-t-il été exécuté en 1940 ? Parce que c'était quand même un adversaire relativement modéré du régime. Et il a été fusillé, je crois, en 1940. Et puis je me permets de rajouter une troisième question, puisque c'est la fin. Est-ce que ces carnets... Bon, d'abord, je salue le travail que vous avez fait. Hein, c'est formidable. Enfin, c'est extraordinaire dans la période actuelle. Et ensuite, est-ce qu'il a eu le dessein à un moment, mais le temps lui a peut-être manqué, d'aller aux archives, de vérifier ses souvenirs, de faire un travail peut-être plus élaboré d'historien ? Alors, juste, merci. Très rapidement sur les archives, il en avait une partie. Alors, il avait des journaux et certains comptes rendus du Soviet. Sur la paix de Brest-Litovsk, lui, il considère que c'était une pure et simple nécessité et que il a fallu le faire comme ça parce que on ne l'avait pas fait avant. Si on l'avait fait avant, on aurait pu avoir une vraie paix. Là, c'était comme ça. Et juste sur le fait contre la paix de Brest. Il est plutôt contre la paix de Brest-Litovsk, mais il considère quand même que de toute façon, il n'y a plus moyen de faire autrement. Et sur le fait qu'il a été fusillé, alors c'était un adversaire certes, mais en fait, il a été dans l'opposition de droite, notamment sur des questions agraires à la fin des années 20. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, il a été fusillé comme tout le monde, quoi. Je suis pas sûr que malheureusement, le fait d'être un adversaire même modéré du régime suffise à garder sa tête. On développe un petit peu ça dans la postface sur son devenir après coup. Et alors, comme tout le monde, mais quand même avec une double couche et une forme d'oubli et de négation de son travail historique, hein, quand même dans les années 20 et 30, absolument terrible, au point qu'à la fin, ce courant-là des mencheviks est totalement inconnu et ne ressortira qu'avec des historiens comme Daniels, Marc Ferraud en France, Orlando Figues après, etc. Mais sinon, c'est un véritable effacement. À la fin des années 30, c'est un effacement total. Merci pour votre écoute. On doit libérer la salle. Vous venez d'écouter Mylène Hernandez, Éric Sevaux et Guillaume Fondu à la librairie Ombre Blanche samedi 18 mars 2023 autour de la parution de l'ouvrage de Nikolaï Soukhanov, Carnet de la Révolution russe, tomes 1 et 2, aux éditions Smolny. Réalisation et mise en onde, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre.